Prenez un instant pour réaliser que la majeure partie de ce que vous appelez votre vie n'est rien de plus qu'un tourbillon de pensées et d'émotions qui ricochent dans votre tête. Cette anxiété brûlante qui vous tient éveillé, ce souvenir qui vous déchire, cette quête sans fin d'approbation, rien de tout cela n'est le monde lui-même. Ce n'est que le miroir de votre esprit qui déforme la réalité. Et voici la vérité qui dérange. Si vous n'apprenez jamais à maîtriser ce miroir, vous vivrez et mourrez déconcerté, sans jamais toucher à la vie qui vous attendait juste derrière. Les stoïciens le savaient bien. Ce qui vous abat, ce n'est pas la vie elle-même, mais la manière dont votre esprit l'interprète. Et si vous ne prenez pas le commandement, c'est lui qui vous commandera. Si vous sentez le poids de cette vérité peser sur vous, ne vous détournez pas. Considérez cela comme un engagement envers vous-même. Faites-en une déclaration. Celle que vous refusez de rester prisonnier de reflets déformés et que vous choisissez le chemin de la clarté, de la force et de la découverte de soi. Le miroir de l'esprit. Ce qui est étrange dans la vie, c'est de voir comment deux personnes peuvent se trouver au même endroit, regarder la même scène, et pourtant repartir avec des expériences complètement différentes. L'une peut ressentir de la joie, l'autre de l'amertume. L'une peut y voir une opportunité, l'autre seulement une menace. Le monde extérieur n'a pas changé. C'est le miroir à l'intérieur de leur esprit qui infléchit ce qu'elles voient. Et si nous sommes honnêtes, cela nous arrive à tous, chaque jour. La question n'est pas simplement « qu'y a-t-il dehors ?» mais « que me montre mon esprit ?» Pensez au fonctionnement d'un miroir déformant. Placez-vous devant et soudain votre tête semble trop grosse, vos jambes trop courtes ou votre corps étrangement courbé. Le reflet n'est pas la réalité, c'est une distorsion. Nos esprits font de même. Le stress courbe le miroir d'une certaine manière. L'ego le courbe d'une autre. Si vous avez bâti toute votre identité sur le succès, alors l'échec ne sera pas qu'une simple piqûre. Vous aurez l'impression que votre être même s'est brisé. Si vous vous êtes convaincu que personne ne veut de vous, alors même la gentillesse peut paraître suspecte, comme si les gens avaient des intentions cachées. Marc Aurèle se rappelait à lui-même. L'âme se teint de la couleur de ses pensées. C'est le piège du miroir. Nos pensées répétées le tâchent, et bientôt, tout ce que nous voyons porte cette nuance. C'est pourquoi deux frères et sœurs peuvent grandir dans la même maison, avec les mêmes parents, et pourtant se souvenir de leur enfance de manière totalement opposée. L'un se souvient de la chaleur, des rires et des leçons. L'autre ne se souvient que des critiques et de la douleur. Ce n'est pas toujours que l'un des deux ment, c'est que chacun de leurs miroirs a capté un reflet différent, et avec le temps, ces reflets se sont solidifiés sans vérité. Les stoïciens comprenaient clairement ce danger. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Ce qu'il voulait dire, c'est que les événements de la vie sont neutres. Le miroir de votre esprit leur donne forme, couleur et signification. Mais voici le problème. La plupart d'entre nous ne remettent jamais en question leur miroir. Nous supposons que ce que nous voyons doit être la réalité, et ainsi, les distorsions deviennent notre monde. L'anxiété peint l'avenir plus sombre qu'il ne l'est vraiment. La nostalgie polit le passé pour le rendre plus brillant qu'il ne l'a jamais été. Le désir étire les choses en formes exagérées, nous faisant croire que nous ne serons heureux que si nous atteignons cet unique objectif ou possédons cet unique objet. Carl Jung a écrit un jour « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur, rêve. Qui regarde à l'intérieur, s'éveille. » Le miroir de l'esprit peut vous maintenir dans un rêve d'illusion, à moins que vous n'osiez regarder plus profondément pour voir non seulement le reflet, mais celui qui se tient derrière. Testons cela avec un exemple simple.
Imaginez que vous entrez dans une pièce et que 3 personnes arrêtent de parler à l'instant où vous entrez. Si votre miroir mental est teinté d'insécurité, vous penserez « Il parlait de moi ». Si votre miroir est façonné par l'orgueil, vous penserez « Ils doivent trop me respecter pour parler librement ». Si votre miroir est ancré et calme, vous pourriez penser « Peut-être qu'il terminait une conversation privée ». L'événement n'a pas changé votre miroir si. C'est pourquoi Sénèque nous avertissait. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. L'esprit nous montre une version déformée et nous finissons par mener des batailles qui n'ont jamais vraiment existé. Alors, que pouvons-nous faire? Nous pouvons polir le miroir. Quand un vieux miroir accumule la poussière, il n'a pas besoin d'être jeté, il a juste besoin d'être nettoyé. De même, l'esprit n'a pas besoin d'être détruit, seulement discipliné. Polir le miroir signifie ralentir avant de réagir. Remarquez comment vos pensées déforment ce que vous voyez. Par exemple, si vous sentez la colère monter, faites une pause et demandez-vous. Est-ce que cette colère vient de ce qui s'est réellement passé ou de la manière dont mon esprit le reflète? Ah, t'es collé. Ce simple pas, c'est comme essuyer une tache avant de faire confiance au reflet. Aristote a dit un jour, « La personne qui se maîtrise est libre. » Plus vous polissez le miroir, plus vous vous libérez de la tyrannie des images déformées. Mais le polissage n'est pas un acte unique, c'est une pratique quotidienne. Tout comme un miroir accumule la poussière encore et encore, l'esprit accumule le stress, les jugements et les vieilles habitudes. Quelques minutes de réflexion chaque jour peuvent aider. Vous pourriez vous asseoir tranquillement le matin et vous demander « De quelle couleur sont mes pensées aujourd'hui? Quel genre de monde mon miroir me renvoie-t-il? » Même cette simple prise de conscience commence à lisser les distorsions. Et avec le temps, quelque chose de magnifique se produit. Le miroir commence à montrer la réalité avec moins de bruit, moins de préjugés, moins de peur. Cependant, soyons clairs, le miroir ne capturera jamais entièrement la vérité. Un miroir ne peut que refléter ce qui se trouve devant lui, jamais celui qui est derrière. C'est là que la philosophie rencontre le mystère. Platon décrivait la vie comme une existence dans une caverne, où l'on prend les ombres pour la réalité. Notre miroir mental, aussi poli soit-il, ne reflète encore que les ombres de nos sens. Le véritable voyage ne consiste pas seulement à polir le miroir, mais à se glisser derrière lui pour découvrir celui qui regarde. Lorsque vous entrevoyez ne serait-ce qu'un fragment de cette vérité, la vie ne ressemble plus à une chaîne de reflets aléatoires. Elle devient enracinée, pleine de sens et vivante. Alors, demandez-vous aujourd'hui, vivez-vous dans les reflets ou êtes-vous en train de polir votre chemin vers la clarté? Le monde est là, vaste, riche, vibrant, mais ce que vous expérimentez vraiment n'est jamais plus clair que le miroir à l'intérieur de vous. Maîtrisez cela, et vous maîtriserez non seulement votre esprit, mais votre expérience entière de la vie. Comme nous le rappelait Socrate, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Examiner votre miroir est le premier pas pour vivre une vie digne d'être remémorée. Comment les autres créatures voient le monde? C'est étrange quand on y pense. Comment le même monde peut paraître complètement différent selon qui ou quoi le regarde. Une forêt au coucher du soleil peut vous sembler paisible, voire magnifique. Mais pour un loup, cette même forêt n'est que le théâtre d'une chasse. Pour un oiseau, c'est un réseau de branches, un foyer dans le ciel. Pour un papillon, c'est un champ de couleurs et de pistes de nectar. Rien n'a changé dans la forêt elle-même. Ce qui change, c'est le miroir à travers lequel elle est vue. Et c'est exactement ainsi que fonctionne la vie, non seulement pour les animaux, mais aussi pour nous. Prenez le tigre comme exemple. Pour le tigre,
Vous n'êtes pas une personne avec des rêves, des sentiments et des souvenirs. Vous êtes des calories. Vous êtes de l'énergie. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner, c'est tout. Parce que l'esprit du tigre, son miroir, a été façonné par la survie. Sa lentille est étroite, mais efficace. Elle réduit la vie à la nourriture, au territoire et à l'instinct. C'est tout ce dont il a besoin pour poursuivre son existence. La sauterelle, c'est tout autre chose. Son miroir est réglé sur les vibrations du sol, la présence de prédateurs, l'odeur des plantes. Elle vit dans une réalité différente, bien que le tigre et la sauterelle partagent la même terre. Sénèque a dit un jour, « Par nature, chaque animal est poussé à sa propre conservation. » Et cette pulsion crée le filtre à travers lequel chaque créature expérimente le monde. Maintenant, c'est ici que ça devient intéressant. Les humains ont le don d'un miroir plus large. Notre esprit n'est pas limité à la nourriture ou à l'abri. Nous pouvons refléter davantage l'art, l'amour, la beauté, la connaissance, et même les questions sur le sens de l'existence. Ce miroir plus large nous donne accès à des expériences qu'aucun tigre ou sauterelle ne pourrait jamais avoir. Marc Aurèle a saisi cela lorsqu'il a écrit « L'univers est changement. Notre vie est ce qu'en font nos pensées. Nos pensées, nos jugements, la forme de notre miroir. Tout cela ne fait pas que refléter la réalité. Cela crée l'expérience de la vie elle-même. Mais c'est là que réside le danger. Autant notre miroir est capable de refléter plus, autant il est capable de déformer plus. Les préjugés, les jugements et les identités rigides le rétrécissent jusqu'à ce qu'il ne vaille pas mieux que celui du tigre. Lorsque nous nous accrochons trop fermement aux étiquettes, race, politique, succès, échec, nous réduisons notre large miroir en un miroir étroit, ne nous montrant que les fragments de la vie qui confirment ce que nous croyons déjà. Soudain, nous ne voyons plus le monde tel qu'il est. Nous ne voyons que ce qui correspond à l'histoire que nous nous sommes racontée. Épictète mettait en garde contre ce genre d'aveuglement lorsqu'il disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions sur elles. » Ces opinions embrument le miroir, et bientôt nous confondons la distorsion avec la vérité. Pensez à la rapidité avec laquelle un jugement peut déformer la perception. Un inconnu vous coupe la route en voiture, et votre miroir reflète la colère. Il m'a manqué de respect. Il pense que son temps est plus précieux. Une autre personne avec un miroir plus calme pourrait penser « Peut-être qu'il se dépêche d'aller à l'hôpital. » L'événement était le même, mais le reflet était entièrement différent. Carl Jung a écrit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » En d'autres termes, la distorsion que vous voyez est souvent votre propre projection, pas la vérité de ce qui se trouve en face de vous. Nous aimons croire que notre miroir humain est toujours plus clair que celui des autres créatures. Mais l'est-il vraiment? Souvent, notre soi-disant intelligence ne fait que rendre les distorsions plus complexes. Les animaux vivent avec des miroirs simples. Survie, reproduction, instinct. Nous ajoutons des couches, statut, ego, idéologie, peur de l'avenir, regret du passé. Et plus il y a de couches, plus il devient difficile de voir clairement. L'allégorie de la caverne de Platon nous le rappelle. Des gens prennent des ombres pour la réalité et ne se retournent jamais pour voir la source de la lumière. Nos miroirs nous montrent souvent des ombres, et nous les prenons pour la totalité de la vie. Alors, que signifie vraiment utiliser notre miroir plus large? Cela signifie reconnaître à la fois son potentiel et ses pièges. Cela signifie réaliser que, bien que nous puissions voir plus que les autres créatures, nous devons aussi nous garder de voir moins à cause des préjugés ou de la peur. Aristote observait « Se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. »
Lorsque vous remarquez que votre miroir rétrécit, lorsque vous vous surprenez piégé dans un jugement étroit, c'est le moment où la connaissance de soi peut à nouveau élargir votre vision. Pensez aux conflits, entre nations, entre voisins, même au sein des familles. Une grande partie provient de miroirs déformés. Chaque camp voit l'autre à travers une lentille de suspicion, d'orgueil ou de blessures passées. Chaque camp croit que son reflet est la vérité. Pourtant, les deux miroirs sont déformés. Si nous les polissions, ne serait-ce qu'un peu, peut-être ne verrions-nous pas des ennemis, mais des êtres humains. Peut-être réaliserions-nous que le tigre n'est pas le seul à réduire les autres à de la nourriture. Nous réduisons les gens à des catégories, à eux, à des stéréotypes. Et ce faisant, nous perdons la richesse de ce qui est réellement là. Les stoïciens se rappelaient souvent de prendre du recul par rapport à ces distorsions. Marc Aurèle exhortait: « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Polir le miroir signifie cesser de blâmer l'extérieur pour ce qui est, à la racine, un problème de reflet. Le tigre ne peut pas changer son miroir. Il verra toujours une proie. La sauterelle ne peut pas changer son miroir. Elle verra toujours des vibrations. Mais vous et moi, nous avons le choix. Nous pouvons élargir ou rétrécir notre miroir. Nous pouvons le polir ou le ternir. Nous pouvons choisir la clarté plutôt que la distorsion. Alors, demandez-vous, lorsque vous regardez la vie aujourd'hui, la voyez-vous avec le large miroir d'un être humain capable d'émerveillement et de sagesse? Ou avez-vous laissé le jugement et l'identité le réduire à quelque chose d'étroit, où vous ne voyez que ce que vous craignez, ce que vous désirez ou ce que vous méprisez? Le don d'être humain n'est pas que nous voyons le monde, c'est que nous pouvons voir plus que le monde si nous le choisissons. Et maîtriser ce choix est le premier pas vers la maîtrise de l'esprit lui-même. Pourquoi la plupart des gens meurent déconcertés? Il y a une réalité qui donne à réfléchir et que la plupart d'entre nous n'aiment pas affronter. La majorité des gens arrivent à la fin de leur vie non préparés, troublés et confus. Non pas parce que la mort elle-même est un grand choc, c'est la seule garantie que nous ayons jamais eue, mais à cause d'une prise de conscience obsédante qui arrive trop tard. Ils regardent en arrière et voient qu'ils n'ont jamais vraiment vécu. Ils ont confondu le bruit dans leur tête avec la vie elle-même, et lorsque le rideau tombe, ils réalisent soudain qu'ils ne sont jamais montés sur la vraie scène. Pensez-y. Quelle part de votre journée passez-vous à expérimenter réellement ce qui est devant vous, comparé à celle que vous passez à vous inquiéter, à rejouer de vieilles disputes ou à répéter des scénarios futurs qui ne se produiront peut-être jamais? Pour beaucoup, la vie passe comme s'ils étaient assis dans une pièce sombre, à regarder des reflets vaciller sur un écran, sans jamais remarquer le monde vibrant qui attendait dehors. Carl Jung a capturé cette tragédie en écrivant « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de faire face à leur propre âme. Nous chassons les distractions, nous nous noyons dans le bruit, tout pour éviter la vérité silencieuse. Mais en nous évitant nous-mêmes, nous passons à côté de la vie. » Les stoïciens mettaient constamment en garde contre cela. Marc Aurèle se rappelait: « Vous pourriez quitter la vie à l'instant même. Que cela détermine ce que vous faites, dites et pensez. » Il n'était pas morbide, il était urgent. Il savait que le danger de penser à demain, de supposer un temps infini, est ce qui nous aveugle. Les gens prévoient de vivre plus tard, après la promotion, après que les enfants auront grandi, après la retraite. Mais ce plus tard arrive rarement. Et donc, quand la mort survient, la confusion s'installe, car l'esprit réalise trop tard qu'il a passé des décennies à être occupé, mais jamais vraiment vivant. Cette perplexité face à la mort n'est pas simplement la peur de l'inconnu. C'est la désorientation de n'avoir jamais été pleinement présent.
Sénèque l'a décrit parfaitement. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Le temps lui-même n'a jamais été le problème. L'attention l'était. La présence l'était. Au lieu de vivre, la plupart des gens répètent la vie dans leur tête, vivant dans la pensée plutôt que dans la réalité. Et ainsi, le moment final arrive comme un réveil brutal d'un long rêve. Imaginez quelqu'un qui a passé toute sa vie à grimper à une échelle pour réaliser le dernier jour que l'échelle était appuyée contre le mauvais mur. C'est ce qui arrive quand vous laissez le miroir de votre esprit dicter votre expérience. Vous poursuivez des reflets. L'argent, la réputation, la reconnaissance, parce que votre miroir déformé vous dit que c'est cela, la vie. Pourtant, à la fin, rien de tout cela ne vous accompagne. Ce qui reste, c'est la prise de conscience silencieuse que vous n'avez jamais regardé derrière le miroir pour voir qui vous étiez vraiment. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'avez pas à attendre votre dernier souffle pour comprendre cela. Vous pouvez retourner le miroir maintenant. Vous pouvez remettre en question vos reflets aujourd'hui. Demandez-vous, suis-je en train de vivre dans mes pensées ou suis-je en contact avec la réalité? Quand je passe des heures à faire défiler des écrans, à stresser ou à me disputer dans ma tête, est-ce que j'expérimente vraiment la vie? Ou suis-je perdu dans les ombres? L'allégorie de la caverne de Platon nous le rappelle. La plupart des gens passent leur vie entière à regarder des ombres danser sur le mur, sans jamais se retourner pour voir le feu, sans jamais sortir à la lumière. Même la psychologie moderne est d'accord. Jung expliquait que, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. C'est pourquoi la mort semble si déroutante pour tant de gens. C'est le choc soudain de voir que le destin n'était pas une force extérieure. C'était l'esprit inconscient, le miroir non poli, qui menait la danse. Maîtriser son esprit, ce n'est donc pas contrôler chaque pensée. C'est se réveiller. C'est remarquer quand on est perdu dans les reflets et oser entrer dans la crudité du présent. Alors, que peut-on faire? Commencez par de petits réveils. Portez attention à votre souffle pendant que vous faites la queue, au lieu de faire défiler votre téléphone. Goûtez vraiment votre nourriture au lieu de manger avec l'esprit ailleurs. Quand la colère monte, faites une pause assez longue pour demander « Est-ce la réalité ou est-ce mon miroir qui déforme la vérité? » Ces petits actes s'additionnent. Ils commencent à entraîner l'esprit à refléter plus clairement, à cesser de brouiller la vie avec des distorsions. Voici le paradoxe. Plus vous résistez à la mort, plus vous serez déconcerté quand elle arrivera. Mais plus vous l'acceptez, plus vous la gardez dans votre conscience, comme le faisaient les stoïciens, plus vous devenez vivant. Épictète rappelait à ses élèves, « La mort n'est pas redoutable, mais la crainte de la mort est redoutable. » En d'autres termes, ce n'est pas la mort elle-même qui nous déconcerte, c'est de vivre dans son déni. En la reconnaissant maintenant, vous affûtez votre miroir, vous réalisez que chaque moment ordinaire est extraordinaire, car il ne reviendra pas. La raison pour laquelle la plupart des gens meurent déconcertés est simple. Ils ont passé leur vie à essayer d'échapper à l'inconfort, à poursuivre des illusions et à fuir le silence. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez choisir la présence. Vous pouvez polir votre miroir. Vous pouvez regarder derrière et rencontrer celui qui a toujours été là. Vous. Si vous vivez ainsi, la mort n'arrivera pas comme une étrangère déroutante. Elle arrivera comme une vieille compagne, et vous l'accueillerez non pas avec confusion, mais avec clarté et même gratitude. Le choix est entre vos mains, maintenant. Continuerez-vous à pourchasser les ombres sur le miroir,
ou vous retournerez-vous pour vivre dans la lumière? Les stoïciens et les philosophes qui nous ont précédés nous ont laissé une carte. La seule question est de savoir si nous la suivrons avant qu'il ne soit trop tard. La technique. Polir le miroir. L'une des vérités les plus difficiles à accepter est que la plupart de ce qui obscurcit nos vies ne vient pas du monde lui-même, mais de l'intérieur. Les disputes mentales, la rumination, les comparaisons constantes, les craintes de ce qui pourrait arriver. Rien de tout cela n'appartient directement à la réalité. C'est de la poussière sur le miroir de notre esprit. Tout comme un miroir poussiéreux dans votre maison, plus il reste sans soin, moins il reflète clairement ce qui se trouve vraiment devant lui. Avec le temps, vous cessez de voir les choses telles qu'elles sont, et vous ne voyez plus que la saleté. C'est pourquoi la clarté ne vient pas en ajoutant plus d'informations, plus d'opinions ou plus de bruit. Elle vient en polissant le miroir. Imaginez vous réveiller demain et, au lieu de vous précipiter pour vérifier vos messages ou plonger dans le chaos de la journée, vous vous accordez 2 minutes de silence. Vous vous asseyez, respirez et observez vos pensées monter et descendre comme des nuages dérivant dans le ciel. Vous ne les poursuivez pas, vous ne les combattez pas, vous vous contentez de les remarquer. C'est ça, polir. C'est simple, mais ce n'est pas facile, car l'esprit est agité. Pourtant, même dans ces courts instants, quelque chose change. La poussière commence à retomber. Ce qui semblait accablant commence à perdre de son acuité. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que si vous ne polissez pas votre esprit, vous confondez les distorsions avec la réalité. Une petite critique devient une attaque personnelle. Un retard à l'aéroport se transforme en catastrophe. Une pensée anxieuse fait boule de neige jusqu'à la conviction que toute votre vie s'effondre. Épictète mettait en garde contre cela il y a des siècles. Les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. La poussière sur le miroir, c'est cette vision. En le purifiant, vous commencez à répondre à la vie, au lieu de réagir aveuglément à vos propres reflets troubles. Il y a une autre dimension à cela. Lorsque l'esprit est poussiéreux, même vos meilleurs moments perdent de leur éclat. Pensez-y. Vous pourriez être à un dîner magnifique, entouré de personnes qui vous sont chères. Mais une seule pensée stressante, un courriel que vous avez oublié d'envoyer, une facture que vous devez payer, détourne votre esprit. La joie est là, juste devant vous, mais vous ne la goûtez pas. Vous ne la ressentez pas, car le miroir n'est pas clair. Sénèque a écrit un jour: « Le vrai bonheur, c'est de jouir du présent sans une dépendance anxieuse de l'avenir. » Le polissage est la manière de vous entraîner à faire exactement cela. Bien sûr, il ne s'agit pas de vider l'esprit pour toujours ou de vivre sans pensée. C'est impossible. Le miroir reflètera toujours. Ce qui compte, c'est la clarté de ce reflet. Tout comme vous ne vous attendriez pas à ce qu'un miroir poli reste impeccable éternellement, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre esprit demeure parfaitement calme et clair. La poussière reviendra toujours à travers le stress, les habitudes ou les circonstances. Mais un polissage régulier garantit que cette poussière ne vous aveugle jamais. Cela devient un entretien, pas un miracle. Alors, comment construire cette habitude? Commencez petit. 2 minutes le matin, comme nous l'avons dit, c'est puissant, mais vous pouvez polir à tout moment. Coincé dans les embouteillages, au lieu de maudire le retard, respirez et observez comment votre impatience monte et descend. Dans une file d'attente, au lieu de faire défiler votre téléphone, observez vos pensées. Demandez-vous: quelle histoire mon esprit est-il en train de tisser en ce moment? Même cette question amorce le polissage,
car elle vous fait passer de l'état où vous êtes perdu dans la poussière à celui où vous l'observez. Et voici le paradoxe. Plus vous polissez, moins vous ressentez le besoin de tout contrôler. La vie ne deviendra pas soudainement parfaite, mais elle apparaîtra plus claire, plus nette, plus vraie. La dispute avec votre partenaire ne se transformera pas en catastrophe dans votre tête. La mauvaise journée au travail ne deviendra pas l'histoire de votre échec programmé. Vous verrez les choses telles qu'elles sont, parfois difficiles, parfois magnifiques, mais toujours réelles. Les stoïciens vivaient ainsi, s'exerçant quotidiennement à garder le miroir de leur esprit propre afin de rencontrer la vie directement et non à travers une distorsion. Pensez à comment cela changerait votre vie. Au lieu d'être ballotté par chaque vague d'émotions, vous ressentiriez une stabilité, une force tranquille. Au lieu de gaspiller de l'énergie à combattre des ombres, vous avanceriez avec clarté. Et lorsque les défis surviendraient, comme ils le font toujours, vous les affronteriez avec un esprit assez clair pour voir non seulement le problème, mais aussi l'opportunité qu'il recèle. C'est ce que Marc Aurèle voulait dire en affirmant « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Avec un miroir poli, les obstacles ne vous bloquent plus. Ils vous guident. Le choix est alors simple. Vous pouvez continuer à regarder la vie à travers un miroir poussiéreux en prenant les tâches pour la vérité. Ou vous pouvez commencer à polir, ne serait-ce que quelques minutes chaque jour, et découvrir ce qui était caché depuis le début. La réalité vive et non filtrée de votre propre existence. Et lorsque vous vivez ainsi, la mort elle-même ne vous trouvera pas désemparé, car vous aurez véritablement vécu, non pas dans la distorsion, mais dans la clarté. La géométrie de la concentration. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre esprit peut être vif dans un rêve? Pensez-y. Dans le sommeil, vous pouvez voir des visages, des paysages et même des conversations entières avec des détails saisissants, mais au réveil, essayez de vous représenter la même scène et elle vous échappe, floue et fragmentée. N'est-il pas étrange que votre imagination puisse parfois mieux fonctionner lorsque vous êtes inconscient que pleinement éveillé? Cela nous révèle quelque chose d'important. Nos esprits sont puissants, mais nous ne les entraînons pas. Et tout comme un corps non entraîné s'affaiblit, un esprit non concentré s'émousse. La concentration n'est pas quelque chose qui apparaît de nulle part, c'est quelque chose que l'on construit. Les stoïciens le comprenaient bien. Marc Aurèle écrivait « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Mais quelle est la qualité d'une pensée si votre esprit ne peut la maintenir stable? La plupart d'entre nous vivons avec un esprit qui bondit comme un enfant agité, incapable de rester assis assez longtemps pour vraiment voir. Utiliser la concentration, c'est donc comme apprendre à cet enfant à s'asseoir calmement et à observer, à prêter attention non pas en passant, mais avec une présence totale. Voici une pratique simple qui montre comment cela fonctionne. Prenez un objet ordinaire. Votre tasse de café, une chaise dans un coin, même votre propre main. Au lieu de le voir vaguement, essayez de le décomposer en forme géométrique. Voyez la courbe de l'anse comme un cercle, le fond plat comme un carré, la pente de vos doigts comme des triangles. Cet exercice peut sembler anodin, mais il renforce quelque chose d'essentiel. Votre capacité à maintenir une forme dans l'esprit. Chaque fois que vous remarquez une nouvelle forme, vous étirez un peu plus votre attention. Chaque fois que vous résistez à l'envie de vous laisser distraire, vous aiguisez votre vision intérieure. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que l'attention est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle apporte de force dans tous les domaines de la vie. Épictète rappelait à ses élèves que aucune grande chose n'est créée soudainement. Il en va de même pour la concentration.
Si vous ne pouvez pas vous concentrer sur quelque chose d'aussi simple que les formes d'une tasse de café, comment pouvez-vous espérer rester stable dans les moments de stress, de conflit ou de prise de décision profonde? Le petit entraînement vous prépare au plus grand défi. Considérez cela comme une géométrie mentale. Un corps peut être décomposé en lignes, angles et structures. Plus vous remarquez ces formes avec précision, plus vous pouvez les imaginer vivement, et plus votre esprit devient résilient. C'est comme apprendre à voir la vie en haute définition au lieu de se contenter d'une image floue. Carl Jung a écrit: Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. La concentration géométrique est une façon de s'éveiller. Elle vous apprend non pas à dériver passivement, mais à engager l'œil intérieur, à voir avec une clarté délibérée. Et soyons honnêtes, la plupart d'entre nous entraînons l'habitude inverse. Faire défiler sans fin les écrans, être multitâche, vérifier les notifications toutes les 2 minutes. Cela ne fait pas que disperser l'attention, cela la fracture. Avec le temps, l'esprit perd de sa netteté. Vous essayez de lire un livre et après 2 pages, vous êtes agité. Vous essayez de méditer et vous avez déjà hâte de consulter votre téléphone. Le miroir de votre esprit s'est obscurci, non pas par la poussière, mais par la distraction constante. Sénèque nous a prévenus il y a des siècles. Être partout, c'est n'être nulle part. Lorsque votre esprit est tiré dans toutes les directions, vous n'êtes fermement ancré dans aucune. La concentration vous sauve de cette fragmentation. Voici une autre façon de voir les choses. La géométrie est la forme d'ordre la plus stable. Le triangle, par exemple, est connu comme la structure la plus stable dans la nature. Il supporte le poids sans s'effondrer. Entraîner votre esprit à décomposer la réalité en forme n'est pas seulement un jeu mental, c'est symbolique. Vous apprenez à vos pensées à se structurer, à cesser de s'effondrer sous la pression. Aristote disait: « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. » L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. La concentration est une habitude, construite par de petits actes répétés d'observation, de maintien et de retour de l'attention. Que se passe-t-il si vous persévérez? Vous commencez à remarquer un changement incroyable. Lorsque vous imaginez le visage de quelqu'un, il devient plus clair. Lorsque vous visualisez un objectif, il semble plus tangible. Lorsque vous vous asseyez en silence, vos pensées cessent de s'éparpiller si follement et commencent à prendre forme. Dans les rêves, cette clarté vient naturellement. Éveillée, elle doit être entraînée. Et lorsqu'elle l'est, vous gagnez quelque chose de rare dans le monde d'aujourd'hui. Un esprit qui voit sans distorsion. Mais ne confondons pas cela avec le contrôle pour le contrôle. Le but n'est pas de dominer chaque pensée ou de forcer votre imagination dans des formes rigides. Le but est de donner à votre esprit la discipline dont il a besoin pour vous servir au lieu de vous gouverner. Pensez à ce que cela signifie pour votre vie. Si votre concentration est aiguisée, les disputes ne vous déstabilisent pas aussi facilement. Les tentations perdent une partie de leur pouvoir. La créativité s'écoule avec plus de profondeur. Même les tâches ordinaires, écouter un être cher, lire un livre, cuisiner un repas, deviennent plus riches parce que vous êtes vraiment là. Sans concentration, vous êtes à moitié vivant, dérivant entre les images de votre esprit. Avec la concentration, vous êtes présent, vivant, éveillé. L'invitation est donc simple. Commencez petit. Choisissez un objet aujourd'hui et décomposez-le en forme. Demain, choisissez-en un autre. Avec le temps, vous découvrirez que cette pratique géométrique ne rend pas seulement votre imagination plus nette, elle rend votre vie entière plus nette.
Plus vous voyez clairement, plus vous pouvez vivre profondément. Et au final, n'est-ce pas là le but? S'éveiller du flou, sortir du rêve et rencontrer la vie en pleine clarté. Du reflet à la réalité. Il est facile de confondre les images dans notre esprit avec la réalité elle-même. Nous nous réveillons en pensant aux erreurs d'hier, en rejouant des conversations, en imaginant comment les gens nous perçoivent. Puis nous nous précipitons à travers la journée, déjà alourdis par des histoires qui n'existent que dans nos pensées. Le plus étrange, c'est que le monde extérieur n'a pas encore dit un mot, mais nos esprits sont déjà occupés à raconter une histoire. C'est comme regarder un film où l'écran ne s'éteint jamais. Mais voici le problème. Lorsque vous ne regardez que les reflets sur cet écran, rien dans votre vie ne change réellement. Vous restez piégé dans des boucles de pensée, réagissant au lieu de vivre. La plupart des gens vivent à l'intérieur de ces reflets sans même s'en rendre compte. Ils blâment le destin, la chance ou le monde pour leurs difficultés, ne voyant jamais que le vrai problème réside dans le miroir de l'esprit. Et ainsi, ils restent coincés, survivants, mais jamais pleinement vivants. Les stoïciens le voyaient clairement. Épictète enseignait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. N'est-ce pas la vérité? Combien de fois passons-nous des heures à redouter quelque chose pour découvrir que ce n'était pas aussi terrible que nous l'avions imaginé? La souffrance était dans le reflet, pas dans la réalité. Lorsque nous confondons les deux, la vie semble plus lourde qu'elle ne l'est vraiment. Imaginez un lac. Lorsque l'eau est calme, vous pouvez voir le reflet des arbres, du ciel, des nuages. Mais si la surface est constamment agitée par le vent ou les vagues, le reflet devient déformé, chaotique. Le lac est toujours le lac, mais vous ne pouvez plus voir à travers lui. Nos esprits fonctionnent de la même manière. Les pensées, les peurs, les désirs agitent la surface. Le reflet devient confusion. Mais si vous laissez l'eau se calmer, soudain, le lac révèle à la fois sa beauté de surface et sa profondeur. Il en va de même pour votre esprit. Lorsque vous passez derrière le miroir, vous ne vous contentez pas de regarder les ondulations. Vous touchez la profondeur de l'être lui-même. Sénèque a dit un jour, « La vie est très courte et angoissante pour ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et craignent l'avenir. » C'est exactement ce qui se passe lorsque vous vivez dans le reflet. Vous êtes piégé entre ce qui est déjà parti et ce qui n'est pas encore arrivé. Le moment présent, le seul endroit où la vie se déroule réellement, est perdu. Mais lorsque vous glissez derrière le miroir, vous retrouvez le présent. Vous commencez à vivre non pas dans les ombres, mais dans la réalité elle-même. Rendons cela pratique. Imaginez que vous êtes dans une dispute animée. Votre esprit projette des reflets. Il m'attaque. Je dois me défendre. Je ne peux pas perdre. Les reflets déclenchent une émotion. L'émotion déclenche une réaction. Et bientôt, vous êtes tous deux piégés dans une tempête de distorsion. Mais si vous passez derrière le miroir, vous pouvez faire une pause. Vous pouvez observer. Ce ne sont que des reflets, pas la vérité. Et dans cette pause, quelque chose change. Vous ne réagissez plus aveuglément. Vous choisissez. C'est la différence entre être contrôlé par votre esprit et le diriger. L'allégorie de la caverne de Platon est ici un puissant rappel. Il décrivait des gens enchaînés dans une caverne, regardant des ombres sur le mur, les prenant pour la réalité. Mais lorsqu'une personne se libère et se retourne, elle voit le feu, la lumière, la source réelle. La vie dans le reflet, c'est comme vivre dans cette caverne, confondant les ombres avec la vérité. Passer derrière le miroir, c'est se retourner et voir la vie telle qu'elle est vraiment. Et voici la beauté de la chose. Lorsque vous touchez la réalité de cette manière, même pour un instant, tout bascule. Les couleurs semblent plus vives. Les conversations semblent plus profondes. Les petits moments ont plus de poids.
Vous ne vous précipitez plus d'une tâche à l'autre. Vous êtes présent. Cette présence n'est pas spectaculaire, mais elle est puissante. C'est la différence entre la confusion et la clarté, entre une vie gaspillée et une vie pleinement vécue. Alors, comment pratiquer cela? Commencez par la conscience. Tout au long de votre journée, remarquez lorsque vous êtes perdu dans vos pensées, pris dans des histoires sur le passé ou des inquiétudes sur l'avenir. Faites une pause et demandez-vous: suis-je en train de regarder des reflets ou de toucher la réalité? Même cette simple question, c'est comme passer derrière le miroir un instant. Avec le temps, ces moments s'allongent et la clarté devient votre état naturel. Les philosophes et les psychologues, à travers les âges, pointent tous vers la même vérité. La maîtrise de l'esprit est la maîtrise de la vie. Restez piégé dans le reflet, et vous demeurez prisonnier des illusions. Entrez dans la réalité et vous découvrez la liberté. Vous ne vous contentez pas de survivre, vous vivez. Et lorsque le dernier moment viendra, vous ne l'accueillerez pas déconcerté, comme au réveil d'un long rêve. Vous l'accueillerez avec la force tranquille de quelqu'un qui a vraiment été vivant. Le choix vous appartient. Ombres ou substances, reflets ou réalité. Et une fois que vous avez entrevu la différence, la réponse devient claire. Le danger du mauvais usage. Lorsque les gens goûtent pour la première fois à un peu de clarté, quelque chose d'intéressant se produit. Ils réalisent que l'esprit n'est pas figé, qu'il peut être entraîné, aiguisé et même dirigé. Et avec cette prise de conscience vient la tentation. La tentation de l'utiliser comme un outil pour des gains rapides. On entend parler de gens qui essaient de manifester de l'argent, d'infléchir les résultats ou même d'influencer les autres. Cela semble séduisant, n'est-ce pas? Utilisez votre nouvelle force mentale pour façonner le monde exactement comme vous le souhaitez. Mais voici le problème. Courir après le contrôle avant d'avoir bâti la sagesse est dangereux. C'est comme donner les clés d'une voiture de course à un enfant. La machine est puissante, mais sans la maturité pour la manier, le résultat est un désastre. Les stoïciens nous auraient mis en garde contre cela. Marc Aurèle se rappelait constamment de garder ses intentions pures. Il écrivait: « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Un esprit discipliné n'est pas destiné à servir la cupidité ou l'ego. Il est destiné à nous guider vers la vérité et la vertu. Lorsque vous essayez de plier la vie à vos désirs sans d'abord vous maîtriser vous-même, vous finissez esclave de l'esprit même que vous pensiez contrôler. Carl Jung a souligné un danger similaire en disant: « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Pensez-y. Au lieu d'utiliser la force intérieure pour se tourner vers l'intérieur et découvrir qui ils sont, beaucoup l'utilisent comme un raccourci pour s'échapper d'eux-mêmes. Ils se distraient avec des fantasmes de richesse, de pouvoir ou d'influence, espérant que la maîtrise de l'esprit leur apportera des victoires extérieures. Mais la vraie maîtrise ne consiste pas à manipuler le monde extérieur. Elle consiste à se libérer des illusions intérieures. Si vous pratiquez la discipline mentale uniquement pour nourrir le désir, que ce soit pour l'argent, l'approbation ou le pouvoir, vous ne vous êtes pas du tout libéré. Vous n'avez fait que polir vos chaînes. L'esprit devient plus aiguisé, oui, mais plus aiguisé au service des pulsions mêmes qui le déforment. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'auto-illusion. Voici une façon d'y penser. Imaginez que l'on vous a donné une lampe qui peut éclairer n'importe quelle pièce. Vous pourriez l'utiliser pour illuminer les coins sombres, pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Ou vous pourriez la transformer en un projecteur pour votre propre performance, aveuglant les autres tout en vous convainquant que vous êtes la star du spectacle. Les deux utilisent la lampe, mais un seul apporte la clarté. Il en va de même pour l'esprit.
Un esprit entraîné peut éclairer le chemin vers la vérité, ou il peut devenir un outil de manipulation. La différence dépend de votre intention. Épictète enseignait que nous devons nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir et lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Il disait « La liberté est le seul but digne dans la vie. On l'obtient en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. » Lorsque vous utilisez la force mentale pour tenter de forcer les résultats, richesse, renommée, reconnaissance, vous sortez de votre cercle de contrôle. Vous échangez la liberté contre la frustration, car peu importe la force de votre concentration, vous ne pouvez pas commander au monde d'obéir. La maîtrise de l'esprit ne consiste pas à plier la réalité à sa volonté. Elle consiste à s'aligner sur elle. N'est pas libre celui qui obtient tout ce qu'il désire, mais celui qui n'est pas gouverné par le désir en premier lieu. C'est pourquoi le danger du mauvais usage est si subtil. L'esprit peut devenir tranchant, mais un tranchant sans direction peut couper celui qui le manie. Les stoïciens s'exerçaient quotidiennement non seulement pour renforcer leur concentration, mais aussi pour tester leurs intentions, se demandant « Est-ce que j'utilise cette discipline pour vivre en harmonie avec la nature ou pour imposer ma propre volonté sur elle? » Pensez aux histoires que nous avons vues dans l'histoire. Des dirigeants qui ont acquis une grande influence mais l'ont utilisée pour la domination. Des penseurs qui ont découvert des vérités mais les ont tordues pour leur gain personnel. Chacun d'eux a mal utilisé son miroir. Ils ont appris à diriger leur esprit vers l'extérieur, mais ne sont jamais passés derrière pour voir qui ils étaient, et par conséquent, le pouvoir même qu'ils ont développé les a consumés. Jung a décrit cela d'une autre manière. La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement soi-même. Il est bien plus facile de jouer avec le pouvoir que de faire face à son propre reflet. Mais cette confrontation, ce passage derrière le miroir, est le véritable but de la discipline mentale. Alors, à quoi ressemble une pratique sûre? Elle ressemble à l'humilité. Elle consiste à utiliser la concentration non pas pour manipuler les autres, mais pour se comprendre soi-même. Elle consiste à entraîner l'esprit à voir clairement, non pas à échapper à la réalité. Cela signifie se demander avant chaque pratique, est-ce que je polis le miroir pour voir la vérité ou pour nourrir l'illusion? Un chemin apporte la clarté, l'autre la confusion. Au cœur du stoïcisme se trouve un rappel puissant. La vertu est le seul bien. La richesse, la réputation, le plaisir sont indifférents. Ce qui compte, c'est d'utiliser votre esprit au service de la sagesse, de la justice, du courage et de la maîtrise de soi. Le danger du mauvais usage est d'oublier cela et de transformer le don de la clarté en un autre piège du désir. L'avertissement demeure donc. Lorsque vous commencez à maîtriser votre esprit, résistez à l'envie de l'utiliser comme une arme pour un gain personnel. Ne transformez pas la discipline en cupidité, ni la concentration en contrôle. Au lieu de cela, laissez-la vous guider plus profondément. Laissez-la vous porter au-delà du miroir des pensées, au-delà du défilé des reflets, dans l'immobilité de qui vous êtes vraiment. Car là, derrière le miroir, se trouve la liberté dont parlaient les stoïciens, la sagesse que les philosophes indiquaient, et la paix qu'aucune réussite extérieure ne peut égaler. Pratique quotidienne et concrète. Le plus difficile dans le changement, ce n'est pas de savoir quoi faire, c'est de le faire réellement. Nous aimons tous l'idée de clarté, de paix et de contrôle sur l'esprit, mais lorsqu'il s'agit de la pratique quotidienne, nous hésitons. Pourquoi? Parce que nos esprits sont malins. Ils nous murmurent des excuses. Je commencerai demain. Je suis trop occupé. Cela ne fera probablement pas une grande différence de toute façon. Et pourtant, comme l'a sagement dit Sénèque,
La vie est longue si vous savez comment l'utiliser. La pratique quotidienne est exactement la manière d'apprendre à l'utiliser. De petits pas, constants, sont ce qui vous fait passer d'un état où vous êtes gouverné par vos pensées à un état où vous les gouvernez. Alors, commençons simplement. Vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux ni d'heures de méditation. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'attention. Choisissez un objet autour de vous, une chaise, une tasse, une bouteille, et décomposez-le en forme. Au début, vous remarquerez les plus évidentes. Des cercles, des carrés, peut-être quelques triangles. Mais continuez à chercher, à repousser vos limites. Voyez combien de formes vous pouvez découvrir. 20, 50, 100. Soudain, votre esprit commence à s'étirer. Vous exercez votre concentration, non pas en la forçant, mais en l'entraînant avec douceur, tel un muscle. Cet exercice peut paraître anodin, mais il est d'une puissance redoutable. La plupart d'entre nous ont entraîné leur esprit dans la direction opposée. Nous lui avons appris à sauter sans cesse d'une chose à l'autre, à faire défiler les écrans, à jongler entre les tâches, à courir après la distraction. Le résultat? Un esprit agité, incapable de maintenir une pensée stable plus de quelques secondes. Associez cela au calme. Chaque matin, avant que la journée ne commence, accordez-vous 2 minutes de silence. Asseyez-vous, respirez, et laissez vos pensées monter et descendre comme des vagues. Ne les pourchassez pas. Ne les combattez pas. Contentez-vous de les observer. Il ne s'agit pas de faire taire l'esprit. Il s'agit d'apprendre à le regarder sans se laisser emporter. Chaque fois que vous vous asseyez dans le calme, vous amenez un peu plus de votre inconscient à la lumière. Vous remarquez les schémas que vous répétez. Vous reconnaissez des inquiétudes sans fondement réel. Vous voyez la manière dont votre esprit déforme la réalité. Cette prise de conscience est le début de la liberté. Sans elle, vous vivez comme si vous étiez contrôlé par le destin. Avec elle, vous commencez à choisir. Et voici la beauté de ces exercices. Ils peuvent être pratiqués n'importe où. Vous attendez le bus? Décomposez les panneaux de signalisation en forme simple. Vous êtes en réunion? Observez la géométrie de la pièce. Stressez dans les embouteillages. Respirez et laissez les pensées se poser au lieu de les poursuivre. Le monde devient votre terrain d'entraînement. Chaque situation est une nouvelle occasion de polir le miroir. Platon décrivait la philosophie comme un retournement de l'âme vers la lumière. Chacun de ces petits moments est précisément ce retournement. Et les résultats, subtils au début, mais profondément transformateurs. Vous remarquerez que vos pensées ne vous contrôlent plus autant. Les mêmes situations stressantes surviendront, mais elles ne vous entraîneront plus vers le fond avec la même force. Les émotions surgiront, mais vous serez capable de garder le cap, tel un marin qui a enfin appris à gouverner son navire, plutôt que d'être ballotté par les vagues. Ne sous-estimez pas cette simplicité. L'esprit adore la complexité. Il veut des solutions spectaculaires, des révélations qui changent d'une vie. Mais la vérité, c'est que la maîtrise se construit dans la répétition calme et ordinaire. 5 minutes de concentration géométrique. 2 minutes de calme. Pratiquez chaque jour. Ces actes minuscules remodèlent la façon dont votre esprit reflète la réalité. Avec le temps, ils transforment la confusion en clarté. Ils transforment les pensées éparpillées en une présence ancrée. Et c'est ainsi que vous commencez non plus seulement à exister, mais à vivre véritablement. Voici donc le choix qui s'offre à vous. Continuez à laisser votre esprit courir en tous sens, dispersé par chaque distraction, alourdi par chaque reflet. Ou commencez petit. Prenez un objet, décomposez-le en forme. Demain matin,
Asseyez-vous 2 minutes et observez simplement vos pensées. Il ne s'agit pas de perfection, mais de pratique, car c'est la pratique qui polit le miroir. Et plus le miroir est clair, plus votre vie devient limpide. Au final, la vie ne se résume pas aux reflets infinis que votre esprit vous renvoie. Elle consiste à toucher la réalité telle qu'elle est vraiment. Plus votre miroir est clair, plus votre chemin est dégagé. Ne laissez pas vos jours s'écouler dans la distorsion. Choisissez de vivre avec présence, force et clarté. Si ce message a résonné en vous, passez à l'étape suivante. Regardez l'une des vidéos qui vous attendent à l'écran et continuez à affûter votre esprit. Et merci de parcourir ce chemin avec nous, de faire partie du journal stoïcien.